Nous nous sommes ravis d'être ici, en tout cas, et merci aux organisatrices d'avoir pensé à nous, en tout cas. Et c'est vrai qu'on ne va pas parler d'argent, mais de relation à l'argent, ce qui est un peu différent, puisqu'on va plus parler de ce que ça vient réveiller chez nous. Là, on parle de comportement plus que de finances, de combien d'argent est sur nos comptes. Et ce passage du salariat à l'indépendant, nous l'avons connu également, puisque moi j'étais banquier pendant 23 ans et en 2009 j'étais licencié suite à la crise des subprimes et je décidais que je ne ferais plus que ce que j'aimais, parce que je ne faisais plus ce que j'aimais à ce moment-là, soit accompagner les êtres humains. Et donc depuis 2010, maintenant depuis 16 ans, je suis indépendant avec un succès bien au-delà de ce que j'aurais imaginé à l'époque. Donc j'en suis ravi pour moi déjà, mais pour ceux aussi qui peut-être qui peuvent bénéficier de ce que j'ai compris, en tout cas, sur ce thème de la relation à l'argent. Alors moi, j'ai mis un peu plus de temps parce que quand monsieur a décidé de devenir indépendant, ma peur de manquer est montée. Oups. Et j'ai dit non, non, moi je reprends, je travaillais à temps partiel, je vais prendre un 100%, j'étais inquiète en fait. Et j'ai rejoint l'entrepreneuriat, 7 ans après toi. Mhm. Voilà. Aussi pas parce que j'aimais plus mon métier, parce que transmettre, ça reste ma passion, mais parce que le système dans lequel j'enseignais, j'étais prof, hein, j'enseignais dans une institution en tant qu'enseignante spécialisée. Ben voilà, j'arrivais plus, c'était plus en lien avec mes valeurs. Tout d'un coup, je devais faire des choses qui me convenaient pas. Et voilà, suite à un xème truc qui me dérangeait, j'ai décidé de démissionner et de rejoindre l'entrepreneuriat. Donc, si on partage tout ça, c'est vrai que pour ceux qui sont en couple, on voit dès le moment où il y a une transition professionnelle, ça a une incidence sur le couple. Ça peut parfois, enfin, comme Anne-Chantal le dit, ça a réveillé des peurs chez elle. Et moi, j'attendais pas du tout d'elle qu'elle travaille plus. Je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était très bien. Moi, j'étais très confiant. Mais elle a eu, je dirais, l'honnêteté, la conscience de s'occuper de sa peur plutôt que de me la faire porter dessus. Ce qui était très aidant pour moi et je la remercie infiniment pour ça. Particulièrement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. C'est notre 44e anniversaire de mariage, là, aujourd'hui. Et nous avons trouvé que c'était une manière tout à fait originale de le célébrer, d'une manière différente que d'être sur scène ensemble. En tout cas, c'était aussi un plaisir pour nous. Je te laisse poursuivre parce que je crois Oui, que mais voilà, comme la feuille est de ton côté, voilà, j'arrive plus à voir. Qu'est-ce que nous avons voilà. prévu? Vous savez, c'est beaucoup plus difficile de faire une conférence à deux que tout seul, et en même temps, c'est aussi la richesse de pouvoir effectivement amener quelque chose de différent avec deux énergies différentes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Donc, moi, je me suis spécialisé sur la relation à l'argent. On va vous expliquer un peu ce que c'est la relation à l'argent, parce que c'est quelque chose qui reste extrêmement tabou en France, et souvent, les gens comprennent tous les mots, mais savent pas vraiment de quoi on parle. Et donc ça, c'est vraiment mon activité que je fais autant en présentiel, à distance. Et pour tout vous dire, j'accompagne beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs, parce que dès qu'il s'agit de gagner de l'argent par soi-même, ça devient un stress supplémentaire. Alors quand on sait que chaque fin de mois, il y a un certain montant qui tombe, c'est rassurant. Mais là, cette réassurance, on ne l'a plus à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'aller s'occuper de ça. Et moi, actuellement, j'anime et je forme des personnes aux constellations systémiques, que ça soit familiale ou organisationnelle. Et puis, j'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une activité qui corresponde à qui elles sont profondément. Et bah, il y a l'identité comme pilier, il y a l'argent. Donc voilà, l'argent revient parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est une réelle question de, de comment je vais fixer mes prix, enfin de tout ce que ça peut, comment je dirais, élever comme question qui vient à l'intérieur de soi. Et puis avec un peu de stratégie aussi. Donc, on va revenir sur ce thème, la relation à l'argent, parce que moi, ce que j'ai vu avec le temps, c'est que cette relation à l'argent, elle impacte beaucoup plus notre vie que nous ne l'imaginons. Mais comme la majorité des personnes ne sont pas conscients qu'ils ont une relation à l'argent, puisqu'on n'en parle pas comme un sujet tabou, c'est comme si on était pris dans quelque chose sans même savoir d'où venait ce piège, en fait. Et c'est un peu ça notre rôle, Anne-Chantal et moi, c'est d'être, entre guillemets, des éveilleurs de conscience, donc pour permettre de un peu mieux comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, pour pouvoir en faire quelque chose. Donc c'est simplement
Rappelez-vous déjà de ça, c'est que notre relation à l'argent impacte certainement notre vie beaucoup plus que nous l'imaginons. Et on va vous donner quelques exemples de comment ça peut se manifester, quelques exemples parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Je te laisse commencer. Alors, déjà, dans notre vie de couple, le nombre de couples, c'est un des sujets les plus qui amènent le plus de conflits dans les couples. C'est au niveau statistique, ça a été prouvé. Il y en a d'autres, hein, l'éducation des enfants, etc. Mais l'argent, la gestion de l'argent, amène beaucoup de questionnements et de potentiels conflits dans une relation de couple. On aurait pu faire une conférence que sur ce thème-là d'ailleurs, il y aurait de quoi dire, mais ça vient réveiller aussi pas mal peut-être d'injustices, de choses, de manières de faire qui ne sont pas forcément équitables et effectivement qui réveillent pas mal de choses. Alors un deuxième. Poursuivre. Oui, alors c'était prévu que ce soit toi, mais je te laisse faire. Bon. En fait, il a pris les papiers à côté de lui et je les vois plus. Voilà, alors viens de ce côté. Je regarderai par-dessus ton épaule comme ça. Oui, pour moi, la relation à l'argent, elle peut vraiment être difficile quand on vient dans l'entrepreneuriat. Je vous disais tout à l'heure que j'accompagnais des femmes entrepreneurs. Les femmes entrepreneurs, souvent en début d'activité, ou qui ont des plafonds de verre, hein, c'est-à-dire qui arrivent à un stade et qui n'arrivent pas à aller plus loin. Et c'est vrai que les femmes, encore plus que les hommes, et j'ai pas envie de faire de la ségrégation, mais c'est une réalité, ont beaucoup plus de difficultés à valoriser leurs prestations. Et je vous dis franchement que c'est une grande tristesse pour moi de constater le nombre de femmes qui ont des compétences extraordinaires dans l'accompagnement, dans plein de domaines, et qui n'arrivent pas à valoriser ces compétences et à vivre, enfin à avoir suffisamment d'argent pour nourrir leurs besoins. Et ça m'attriste et ça me révolte. Et j'ai envie de faire ma part pour peut-être que ça bouge un peu en direction d'une meilleure équité. Et la réalité, c'est que l'argent et les femmes, c'est beaucoup plus récent que les hommes et l'argent. Donc il y a plein de choses à faire bouger, plein d'inconscients à faire bouger. Entre-temps, vous avez mis une citation qu'on voulait mettre au début, j'avais oublié, mais simplement qui permet aussi un peu de réfléchir à ça. Une chose qu'on n'a pas dit, peut-être pas assez insisté, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de personnes qui restent dans un emploi qui ne leur convient plus par peur des conséquences si on le quitte. Moi-même, c'était mon cas pendant longtemps, où j'étais donc banquier, bien payé, et ce bien payé, parfois, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est une prison dorée, mais c'est une prison quand même. C'est-à-dire que plus on est bien, mieux on est payé, plus on peut perdre en décidant de changer ça. Et j'ai accepté des choses qui ne me convenaient plus pendant bien trop longtemps, juste parce que j'avais moi aussi peur de manquer. Et cette peur de manquer fait qu'on va accepter des choses qui, au fond de nous, ne sont pas vraiment acceptables, mais la peur prend le dessus quelque part sur ce qu'on aurait vraiment envie au fond de nous, tant qu'on ne s'en occupe pas. Et ça, c'est important. J'aimerais juste faire une parenthèse, peut-être, vraiment comprendre la différence entre avoir des problèmes d'argent et avoir des problèmes avec l'argent. Je ne sais pas si vous sentez la différence. C'est-à-dire que j'avais peur de manquer et j'étais conseiller en placement, j'accompagnais des clients millionnaires, multimillionnaires. Donc, et moi-même, j'avais d'excellents revenus, de l'épargne, donc nous n'avions aucun problème d'argent. De l'argent, il y en avait en suffisance, mais nous avons des problèmes avec l'argent. Autrement, le comportement que j'avais avec l'argent était comme s'il n'y avait pas assez d'argent. Voyez, alors que la réalité est qu'il y avait assez d'argent. Et même des multimillionnaires, effectivement, peuvent avoir peur de manquer, se comporter comme s'il leur manque encore de l'argent. C'est vraiment la nuance et l'importance de l'affaire à cet endroit-là. Et pour moi, vous qui êtes en transition, je suis convaincue que la question de l'argent est certainement dans votre tête et une question qui va faire que on va prendre les décisions de manière peut-être pas toujours celle qu'on souhaiterait parce qu'il y a cette contrainte, justement. Merci, moi je suis obligé de voir parce qu'il faut savoir c'est qu'on avait deux jeux de feuilles, mais il y en a un des deux, je ne citerai pas qui, l'a oublié. Non, voilà. J'assume pleinement, c'est moi. Donc j'ai touché un mot tout à l'heure, mais j'avais insisté là-dessus. Quand je questionne ma communauté sur quelles sont leurs problématiques principales par rapport à l'argent, une communauté qui est devenue comme relativement importante, la peur de manquer sort très très largement en numéro 1. Et comme je l'ai dit, la particularité de la peur de manquer, c'est qu'elle n'a rien à voir avec notre situation financière.
Personnellement, je suis convaincu, même si je n'ai pas eu affaire à eux, que même des milliardaires ont peur de manquer. J'en suis absolument convaincu. En tout cas, ils se comportent comme s'ils avaient peur de manquer. Et au fond, c'est important de savoir ça, que c'est humain, j'ai envie de dire. Je ne dis pas que c'est normal, mais c'est humain d'avoir peur de manquer. On ne va pas entrer là-dedans, mais quand on connaît un peu le fonctionnement de notre cerveau, mais c'est juste déjà de voir, oui, que ça peut être un sujet de préoccupation, justement parce qu'il y a cette peur de manquer là. Et déjà, juste de l'accueillir et la reconnaître et la voir, c'est déjà un premier pas. Parce que moi, pendant des dizaines d'années, je dis bien des dizaines d'années, j'ai agi à partir de la peur de manquer en n'étant absolument pas conscient de cette peur-là. Donc la peur était le moteur de mes actions. Et forcément, quand la peur est le moteur de nos actions ont une qualité que j'ai envie de dire pas très très bonne en général. Et on donne un pouvoir à l'argent. Oui, effectivement, en fait, ça c'est vraiment un des grands pièges. Et là, j'ai eu la chance, moi, au moment où j'ai pris conscience de cette problématique. Vous savez, on dit parfois quand l'élève est prêt, le maître arrive. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au moment où j'ai enfin pris conscience que j'étais stressé et stressant pour la famille, aussi avec mes comportements, eh ben, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur le thème de la relation à l'argent, et je suis devenu son organisateur. Et simplement, ce qui est important de comprendre avec ça, c'est que le grand piège qu'il y a avec les questions d'argent, c'est que nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Je répète, nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Pour illustrer ça, je donne cette image. Personne n'attend d'une machine à café qu'elle vous fasse un jus d'orange frais pressé. C'est logique, puisqu'une machine à café n'a pas été créée pour vous faire un jus d'orange frais pressé. Ça ne viendrait pas à l'idée. Mais au fond, c'est ce qui se passe avec l'argent, c'est qu'on attend de l'argent quelque chose qui ne pourra jamais nous apporter, puisqu'il n'a pas été créé pour cela. Alors j'aimerais déjà juste que vous puissiez entendre ça, c'est peut-être encore un peu vague, mais vous allez le comprendre avec ce qu'on va apporter maintenant. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi l'argent a été créé, peut-être? Oui, peut-être ça serait bien de revenir sur juste le sens de cette création de l'argent et en quoi effectivement c'était censé nous rendre service, au fond, et ça nous rend service, c'est-à-dire que l'argent est un intermédiaire, un facilitateur de transactions, puisqu'on passe toujours dans une transaction par l'intermédiaire argent, ou presque toujours. Et alors ici, bon, comme c'est gratuit, c'est différent, mais si vous allez même acheter un livre, à un moment donné, vous allez donner de l'argent en contrepartie de recevoir quelque chose, que ce soit sous forme virtuelle ou sous forme physique. Donc, vous voyez, ça facilite les transactions d'avoir cet intermédiaire-là, neutre, a priori. Et imaginez ce que serait notre vie si on enlevait l'argent et qu'on devait tout troquer. Hein, vous devez troquer votre café du matin pour ceux qui fument leur paquet de cigarettes en achetant un livre, votre assureur, votre gars. Allô? Alors voilà, peut-être, merci. Euh, voilà, même l'argent a des effets sur le micro, vous voyez. C'est la couleur argentée de la coupole peut-être. Merci. Et, euh, et au fond, si on imagine juste ce que serait notre vie si on devait tout troquer, on voit bien que ce serait juste impensable le temps qu'on passerait à chercher une solution. Donc d'abord, cet intermédiaire, ce facilitateur est quand même très pratique. Et l'autre sens de l'argent et l'utilité de l'argent au départ, c'est que ce soit un étalon commun qui permet de donner un prix, d'évaluer un prix si on veut, qui fait qu'on peut se mettre d'accord pour un achat, pour une vente. Ah ben c'est super cet appartement, et quel prix a été donné à cet appartement? Une voiture, un livre, une formation, etc. Quelle que soit la chose, à un moment donné, inévitablement, on va se dire, et quel était le prix donné? Autrement dit, pour pouvoir se mettre d'accord, j'achète ou je vends. Et il faut qu'on ait un langage commun. Et ce langage commun, en l'occurrence, c'est l'argent. Alors, euro pour vous ici, franc-suisse pour nous en Suisse, là d'où on vient. Et ce qui est important, c'est qu'on a un langage commun. Ça peut être autre chose que de l'argent, si on veut. Et là, on peut se mettre d'accord, simplement en se rappelant d'une chose quand même qui est très importante, c'est qu'il y a des choses qui ne pourront jamais être chiffrées. Si je dis à Anne Chantal, ça a quelle valeur pour toi, argent, le fait de faire un métier qui te plaît et de prendre ton pied tous les jours en faisant une activité de cœur? Donne-moi un chiffre. Bon, il me piège, bien sûr. Ou d'avoir des enfants formidables avec qui on a une relation merveilleuse. Qu'est-ce Moi, que je ça a comme valeur? disais, ça n'a pas de valeur, mais c'est la même chose qu'on peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter un bon sommeil. Donc, voilà, il y a des choses vraiment. La santé, oui, on pourra peut-être s'offrir les meilleurs médecins ou thérapeutes qui existent, mais s'acheter une bonne santé, c'est pas possible. Donc, il y a des choses que, pour moi, l'important peut-être s'acheter, mais Oui. l'essentiel, généralement, ça n'a pas de valeur. Et c'est pour ça que nous avons une expression qu'on dit « ça n'a pas de prix ».
Quand on dit ça n'a pas de prix, il y a toute une série de choses, la qualité des relations, l'amour qu'on peut porter à ses enfants, le fait de s'émerveiller devant la beauté de la vie sous différentes formes. On n'arrive pas à le chiffrer, j'ai envie de dire, et heureusement d'ailleurs. Et ces choses-là font une réelle différence. Donc, avoir une vie qui nous plaît, une activité de cœur, ça a tellement de valeur qu'on n'arriverait pas à le chiffrer. Et ce n'est pas dire que c'est facile tous les jours, hein. J'aimerais pas non plus rendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est, surtout ce jour. Mais j'étais Oui, belle. c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels mots vous associez à l'argent. Si Et vous, vous pouvez les si- crier, j'aimerais bien si on vous dit vous entendre. l'argent, L'argent, c'est c'est pour vous liberté, Le choix, le l'énergie, choix, liberté, l'énergie, dépendance, dépendance, sécurité, oui, un outil, un outil, autre chose, gain de temps. Ah, c'est pas, il sort pas souvent celui-là. puis il est sorti fort en plus. Ouais. Autre chose, Moi, qu'il faut compter ses sous, ça me fait perdre du temps, hein. ok. Alors, Peut-être que, oui, peut-être tu- on va montrer les. Alors, attendez, voilà. voilà, c'est les mots qui reviennent régulièrement. L'argent, c'est sale. On vous a peut-être pas dit que l'argent était sale, mais on vous a dit, si tu touches l'argent, va te laver les mains. Donc, Et ce qui c'est des sous-entend choses bien qui quelque peuvent chose, hein. rester. Oui, la liberté, la sécurité, le confort, l'indépendance, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est plutôt des mots positifs, je dirais. Et puis, il y en a d'autres qui sont, il y a ça, il y a l'injustice, la source d'injustice dans le monde, une source de conflit, une cause de problème, etc. Et puis, il y a des mots pouvoir et en deux couleurs. Parce que, pouvoir, c'est quoi? Est-ce que c'est le pouvoir de poser des actions et d'aller dans la direction que je souhaite, ou c'est le pouvoir sur, hein? Ça peut être pouvoir sous, pouvoir sur ou pouvoir avec. Donc quand c'est du pouvoir avec, c'est positif. Et quand on est sur ou sous, eh bien, généralement, c'est plutôt source de souffrance pour l'un ou pour l'autre, en tous les cas. Et vraiment, ces projections que nous avons, elles sont inconscientes pour la plupart du temps. Moi, quand j'ai rencontré Peter Koenig, c'était comme une révélation que j'avais projeté argent égale sécurité. Et c'est pour ça que j'étais aussi stressé, parce que quelque part, je ne voyais plus de l'argent pour de l'argent, je voyais de l'argent pour ce que représentait l'argent. Vous voyez la différence, en fait. Et c'est là qu'on va montrer, Peter Koenig a défini 3 formes de comportement global avec l'argent. Et le premier mouvement, c'est le mouvement écureuil. Alors l'écureuil, on sait qu'il aime faire des réserves, des stocks. Donc l'écureuil, c'est important que le montant en question n'est pas important. C'est qu'il y a des personnes qui ont très peu de moyens, mais qui réussissent à mettre des pièces dans une boîte. C'est déjà de l'épargne qui a de la valeur. Et puis pour d'autres, ça coûte de milliers, de dizaines de milliers ou de millions, mais c'est le même principe. Donc on cherche vraiment, on a la volonté d'épargner et d'augmenter son épargne. Et c'est pas un mal en tant que tel d'épargner, mais on va voir qu'il y a un piège. Et derrière le mouvement écureuil, il y a aussi une chose, c'est ce que j'appelle moi le curseur du plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être tu peux juste tourner la page peut-être aussi, euh, le curseur du plaisir, c'est-à-dire que dans ce mouvement écureuil, il y a des personnes qui se font comme des plaisirs, qui s'offrent un bon repas, des formations ou je ne sais quoi, qui vous fait plaisir, mais à l'autre bout du curseur, il y a des personnes qui s'offrent zéro plaisir. Donc je disais tout à l'heure, qui vivent comme des pauvres. Moi j'ai connu des millionnaires qui calculent chaque franc, chaque truc, c'est impressionnant de voir à quel point ça peut être fort. Et dernièrement, je connais quelqu'un qui est milliardaire et lui, quand il sort de la gare de Lyon à Paris, il a l'application Uber, mais il a 2 autres applications pour être sûr de trouver le meilleur prix pour se déplacer. Vous voyez, sur 3 applications, et il est milliardaire. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est quand même impressionnant de voir jusqu'où on peut se pourrir la vie quand il n'y a pas d'histoire. Les choses pourraient être beaucoup plus simples qu'elles le sont. Donc, simplement, le curseur plaisir, plus ou moins grand ou pas de plaisir, fait qu'on va économiser plus vite, mais on peut imaginer que notre vie n'est pas très riche dans le sens joyeuse. D'ailleurs, une magnifique citation que j'aime beaucoup qui dit « Ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient que de l'argent ». Intéressante cette citation, hein, parce qu'effectivement, s'il n'y a que de l'argent et rien d'autre dans notre vie, effectivement, on peut voir la pauvreté que ça peut être également. Donc tout ça pour vous dire, qu'est-ce qui fait qu'on est écureuil? C'est que
inconsciemment, la plupart du temps, on a projeté quelque chose de uniquement positif sur l'argent. Argent égale sécurité, argent égale liberté, argent égale confort de vie, l'argent c'est ma réussite. Donc autrement dit, on veut plus d'argent parce qu'on veut plus de sécurité, on veut plus de liberté, on veut plus de confort de vie, on veut plus montrer qu'on a réussi si on pense que notre réussite dépend par exemple de ce qu'on a, ce qu'on gagne, ce qu'on économise. Alors le piège, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que comme l'argent n'a pas été créé ni pour nous amener la sécurité, ni pour foutre le bordel dans les couples, eh ben, il n'a aucun de ces pouvoirs-là à un moment donné. Donc moi j'ai couru après l'argent pendant des années, puis on avait comme des jolies économies, quelques dizaines de milliers d'euros, et puis malgré ça j'étais stressé, je me disais il en faudra plus, et il y en avait plus, et ça ne suffisait pas, j'étais stressé, parce que effectivement quand on projette quelque chose sur l'argent, si j'ai projeté la sécurité sur l'argent, c'est bien parce que intérieurement, je manquais de sécurité intérieure. Je manquais de confiance en moi, d'estime de moi. Donc, j'allais chercher à travers l'argent quelque chose qui n'était pas présent. Donc, le piège, c'est qu'on ne peut pas compenser quelque chose qui manque en soi par quelque chose d'extérieur. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même des millionnaires que j'ai eu comme clients étaient encore insécures parce qu'il n'y avait encore pas assez d'argent, parce qu'effectivement, leur problème était à l'intérieur, ce manque de confiance de soi, ce manque d'estime de soi. Donc, grâce à Peter Koenig, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de courir après l'argent et de m'occuper de ma vraie problématique, puisque l'argent, j'en avais, mon insécurité, et d'aller recréer ou solidifier mes fondations intérieures. Donc, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est très courant. La liberté, bien sûr qu'on peut se dire, c'est censé se dire, on est un peu plus libre avec de l'argent que sans argent. Et en même temps, je rencontre plein de gens, je travaille fréquemment avec des dirigeants également, ou le centre des jeunes dirigeants entre autres, et je vois plein de personnes qui ne manquent pas d'argent et qui sont prisonniers de plein de manières. Dans un couple, dans une entreprise qu'ils ont créée, qui leur prend tout leur temps, dans une entreprise familiale, passée la 3e génération, et la plus grande prison que nous avons à peu près tous, c'est la peur du regard des autres. Combien de choses n'osons-nous pas dire, pas faire et tout, par peur de ce qu'on peut penser de nous, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent. Donc là, la même chose, si je projette ma liberté sur l'argent, qu'est-ce qui est coincé, prisonnier chez moi, que j'aurais à libérer pour, encore une fois, économiser de l'argent, c'est bien, mais pas l'économiser pour que ça compense quelque chose qui ne pourra pas compenser. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Vraiment, c'est vraiment le grand piège. Je vais peut-être compléter, tu t'emballes. Moi, je dis toujours, on dit que l'argent, c'est neutre. C'est un outil. Et je donne cette image, c'est comme un écran blanc sur lequel chacun va projeter son film. Donc, quand je projette un film plutôt joyeux, sécurité, liberté, confort, eh bien, l'argent va plutôt venir à moi. Je vais plutôt faire des économies puisque c'est quelque chose de joyeux. Par contre, si je projette un film d'horreur, c'est-à-dire c'est la manipulation, c'est les conflits, etc., eh bien, je vais plutôt repousser l'argent. C'est un peu la même chose que nos amis, on est envie de les inviter à notre table, nos ennemis, pas vraiment. Eh bien, l'argent, ça va faire la même chose en fonction de nos projections, de ce qu'on va projeter, le plus souvent inconsciemment. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est en regardant l'état de ses comptes ou la manière dont l'argent arrive dans notre vie ou pas, qu'on peut se dire, tiens, dans quel mouvement je suis ? Et je vais continuer avec le mouvement repousseur. Donc, comme je viens de le dire, le mouvement repousseur, c'est quand on a des projections négatives sur l'argent. Donc, on va repousser l'argent. Donc, quand j'en reçois, il va foutre le camp hyper rapidement et on ne va pas pouvoir le garder. Aux moindres petites économies, hop, il va partir avec il va partir, mais pas de manière gagnante. Hein. C'est pas je vais investir dans une maison, je vais investir. Non, c'est de manière pas gagnante. C'est une panne de voiture qui n'était pas prévue, une facture de dentiste, un retard des impôts, etc., qui fait qu'on repousse l'argent. Alors peut-être juste, oui, je sais que tu n'as pas fini, mais juste que ce que tu amènes là, une petite nuance, c'est la difficulté à attirer de l'argent à soi. Et peut-être serait bien de montrer peut-être les comportements qui font qu'on a de la difficulté à attirer l'argent à soi. Faire. Oui. Pas grave. Donc, quand on est entrepreneur, de quelle manière on va repousser l'argent ? Eh bien, ça peut être je ne facture pas. On a eu une expérience avec un installateur sanitaire. On a reçu sa facture, je ne sais plus, 3 ans ou 4 ans après. Enfin,
Voilà, ils facturent pas. Donc forcément que l'argent n'entre pas. Je vais faire des prix très bas. Des prix qui font que, et moi j'ai rencontré ça, des entrepreneurs qui faisaient des massages à des prix tellement bas que ça payait même pas la location de leur cabinet. Je vais, autre chose que j'avais dans la tête là qui est repartie, je pensais aux entrepreneurs. Attendez, ça va Je revenir. peux donner un exemple en attendant? Peut-être, oui. Oui, ben, ça dit qu'en France, vous avez passablement de soutien, enfin, en tout cas par rapport à la Suisse, et tant mieux pour vous d'ailleurs. Et au fond, je vois des personnes qui auraient accès à du soutien financier, mais qui ne font pas les démarches pour avoir accès à ce soutien financier. Autrement dit, peut-être des documents à remplir, des choses à faire, et ils ne font pas ce qu'il faut. Donc l'argent pourrait venir à eux, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça vienne à eux. Voilà, moi ce que j'ai observé aussi dans les femmes que j'accompagne, c'est, alors je vais augmenter mes prix parce que quand même c'est vrai que c'est trop bas, mais par contre, elles se sentent tellement mal qu'elles prolongent la séance. Donc en fait, elles font 2 séances en une séance. Je ne sais pas si ça vous parle, je vois des sourires dans la salle, mais j'ai observé ça assez régulièrement. Donc pour résumer, quand on a des projections négatives sur l'argent, on va avoir des difficultés à attirer l'argent vers nous. On va ce qu'on appelle le repousser. Et peut-être un dernier exemple. Il y a des personnes qui veulent tellement pas avoir affaire avec l'argent qu'elles vont faire que du bénévolat. Et j'insiste, le bénévolat est quelque chose de formidable. Et heureusement qu'il y a du bénévolat. Ça, j'insiste vraiment. Mais simplement, pour être intervenu, entre autres, la Ligue contre le cancer à d'autres endroits, j'ai vu que pour une bonne partie des personnes, ils trouvaient que l'argent c'était mal, donc je vais faire des choses où je n'ai pas affaire à l'argent. Et encore une fois, c'était aussi par rejet de l'argent qu'ils ne voulaient pas faire aucune activité où l'argent aurait pu venir à ces personnes-là. Et la meilleure manière d'éviter les problèmes d'argent, enfin de se confronter vraiment à l'argent, c'est quand on est fonctionnaire. Donc, j'en parle en connaissance de cause. J'ai été enseignante pendant 30 ans. Je ne négociais pas mon salaire. Il n'y avait pas de promotion. C'était un non-sujet, quelque part. Alors, j'étais contente ou pas contente de ce que je recevais, mais il n'y a pas de discussion autour de ça. Et il n'y a pas moi, je n'ai pas eu d'entretien d'embauche ou des entretiens, oui, mais on ne m'a jamais dit et qu'est-ce que tu voudrais avoir comme salaire, puisque c'est des barèmes. Donc, pour terminer avec ce mouvement repousseur, en fait, si on a des projections négatives sur l'argent, donc on garde l'argent à distance, et en fait, en termes de situation financière, on va plutôt se retrouver dans les chiffres rouges, au ras des pâquerettes. On va pas vraiment avoir d'argent, on va plutôt devoir courir après l'argent. Et en fond, vous voyez un peu le piège, c'est que quelque part, je n'aime pas l'argent et je dois courir après l'argent. Vous voyez cette sorte de double piège dans lequel on n'est pas bien. Oui. Alors, le troisième mouvement, c'est le mouvement montagne russe. Le mouvement montagne russe, comme son nom l'indique, des phases de hausse et des phases où l'argent va foutre le camp. Encore une fois, ce qui est important de voir, donc la phase de hausse, c'est vraiment comme l'écureuil. J'épargne de l'argent pendant un certain temps. Et j'ai accompagné, je ne sais pas, j'ai pas compté, mais plus que des centaines, probablement milliers de personnes. Et des personnes me disent, c'est dingue, dès que j'arrive à un certain niveau d'économie, c'est plus fort que moi, je grille tout. D'un coup, je dépense, je me lâche et je dépense tout. Mais je dis, t'es content de tes dépenses? Il dit, ah non, c'est du n'importe quoi. Ça me brûle les doigts, en quelque sorte. Et ça peut faire comme ça. Et chaque fois, ça revient. On revient et on redépense tout avec la culpabilité derrière. Se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de gâcher tout ce que j'ai économisé pendant quelque temps. Mais d'autres, par contre, ça va être autre chose parce que ça va être dès qu'ils ont un certain montant d'argent, ils arrivent à économiser, ils vont dire c'est dingue, il m'arrive un coup dur, c'est une panne à la voiture, quelque chose à la maison à réparer, ou n'importe, ou une facture pas prévue, qui fait que, encore une fois, l'argent va foutre le camp, mais pas d'une manière plaisante, parce que c'est pas la question de j'ai de l'épargne, je me fais plaisir, je fais un grand voyage, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de voir qu'on peut attirer des choses, et vous n'imaginez pas le nombre de personnes, et probablement parmi vous, il y en a l'une ou l'autre personne qui se font rouler avec des questions d'argent. Aujourd'hui, c'est juste inimaginable. Et moi, je reçois des courriels tous les jours en nombre où on veut me rouler d'une manière ou d'une autre. On vous promet des choses, on vous vend des choses qui n'existent pas. Et donc, on voit malheureusement que ça demande d'être vigilant. Et régulièrement, j'ai des cas de situations de personnes qui ont perdu leur épargne parce qu'ils se sont fait escroquer par des personnes mal intentionnées. Et c'est vrai que ça demande une vigilance dingue. Donc, simplement pour vous dire que
quelle que soit la manière dont l'argent part, c'est pas une manière gagnante. Donc au fond, on a une phase de hausse, on revient à zéro. Et oui, je l'ai pas dit, mais typiquement, c'est la faillite. Ça peut être les divorces également, où on retombe à zéro, qu'il y avait quelque chose. Ça peut être un accident de vie, ça peut être des choses comme ça. Moi, j'ai vu des gens, et ça arrive malheureusement encore beaucoup aujourd'hui, des gens qui doivent quitter des pays en guerre et qui laissent tout là où ils viennent et ils repartent de zéro. Donc, quelles que soient les circonstances, on a ce côté en haut, en bas, qui peut être fatigant et épuisant. Donc là, en fait, la particularité, c'est qu'en tant que montagne russe, on a une projection positive, c'est la phase d'économie, et une projection négative qui est inconsciemment, l'argent va repartir, puisque je n'aime pas, c'est j'aime et j'aime pas l'argent en même temps, si vous voulez. Et voilà, donc ça arrive aussi, je passe ça par là, à vous retrouver dans l'un ou l'autre mouvement parmi vous là. Oui, et puis certains font oui de la tête. Et souvent, ce qui se passe dans les couples, c'est que c'est des fois deux comportements différents. Ce sont deux mouvements différents. Typiquement, quelqu'un qui veut épargner, puis l'autre qui dit on ne vit qu'une fois, allez, on dépense l'argent quand il y en a. Et évidemment, on comprend bien que ce sont des sujets de tension dans ces cas-là. Maintenant, on va vous proposer un exercice. Je vais changer la... Ah non. Ah oui, d'abord c'était ça avant. Ah oui, c'est ça avant. Oui. Tant que je lui laisse la parole. Alors, voilà. Oui, peut-être une chose, et je pense que c'est vraiment important. Alors, c'est important pour tout le monde, mais ça l'est peut-être encore plus quand on fait le choix peut-être d'une transition professionnelle, d'une activité de cœur, c'est de voir que on va passer par de l'insécurité. Vivre de l'insécurité ou ressentir de l'insécurité, je veux dire, c'est normal. Ça, pour moi, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes rejettent l'idée d'insécurité, ne veulent que de la sécurité. Cette fameuse, moi j'aime pas dire zone de confort, parce que je suis pas sûr qu'elle soit si confortable que ça, parce qu'il y a, comme je dis, beaucoup de personnes restent dans un emploi connu, mais ça ne veut pas dire qu'il est confortable. Donc, autrement dit, notre zone de connu, notre zone de référence, on reste dans cette zone-là. Et autrement dit, c'est comme si notre espace de jeu, vous voyez, c'est la partie verte, il est petit, il y a toute une partie de situation qu'on va rejeter. Et pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. Je rejetais l'idée d'avoir une activité de cœur alors que j'en avais envie. Je rejetais plein de situations parce que ça allait m'amener de l'insécurité et que j'étais trop fragile intérieurement. Donc, ce qui fait qu'on reste dans un espace de jeu un peu petit. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'on a envie de l'insécurité ou pas, parce qu'on a tous plus ou moins vite ou pas. La question, c'est comment je peux accueillir l'insécurité comme faisant partie de la vie. Et dans l'insécurité, il y a la notion d'incertitude. Parce que s'il y a bien une chose que les années début 2020 et autres nous ont montré, c'est la notion d'incertitude. Tout à coup, on a perdu nos repères, on ne sait plus ce qui va se passer dans 6 mois, dans une année, et ça réveille des peurs pour certains qui croyaient ne pas trop en avoir. Donc l'incertitude génère de l'insécurité pour certains ou certaines, et c'est moins important. Nous, si on nous demande combien on va gagner cette année, l'année prochaine, on n'a pas la moindre idée, mais aujourd'hui, on a une sorte de tranquillité intérieure qui fait que on sait que ça se passera bien d'une manière ou d'une autre, qu'on saura rebondir, parce qu'on a des fondations intérieures suffisamment solides pour ne pas être, je dirais, apeuré pour un oui et un non, là où j'aurais pu l'être à une certaine époque. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir vraiment essayer juste de sentir dans votre corps, si vous acceptez d'accueillir l'insécurité pleinement et inconditionnellement quand elle se présente. Juste de voir, imaginer, d'accueillir pleinement cette insécurité-là, comment ça résonne dans votre corps, si vous dites ça, si ça fait du bien, ou au contraire, ça réveille plein de tensions. Il y a des exercices que je propose, entre autres dans la nouvelle édition de mon livre « Ce que l'argent dit de vous », un exercice, un vocal, un exercice à faire qui parle vraiment de ça, d'accueillir l'insécurité inconditionnellement et la sécurité sans condition. Ça veut dire quoi? Comment je peux me sentir en sécurité, tranquille intérieurement, que j'ai de l'argent ou pas d'argent, que je contrôle les choses ou pas, que je sache ce qui va se passer ou pas. Et là, vraiment, que cette sécurité elle puisse être pleinement présente intrinsèquement, sans dépendre de conditions extérieures. Et tu peux peut-être juste mettre le suivant. Voilà. Et là, ça veut dire comment on peut accueillir l'un et l'autre. S'il n'y a pas un qui est bien et un qui est mal, tout est OK. À un moment donné, on va se mettre dans l'insécurité parce que c'est juste de prendre quelques risques nouveaux, de faire un nouveau chemin, de partir sur une profession qui me fait kiffer, mais peut-être d'aller faire une vidéo, peut-être sur un réseau social pour me faire connaître, ou d'aller poser des flyers, de parler de mon activité. On peut accueillir cette insécurité, on peut agir malgré l'insécurité. Et là, on voit que ça va être nécessaire. Et puis, il y a des moments où on peut rester dans la notion de sécurité. Mais la capacité à bouger de l'un à l'autre nous offre beaucoup plus de possibles.
et à mon avis est indispensable pour pouvoir justement avoir plus de chemins d'action possibles. Et je suis sûr que les organisatrices ici, on doit aussi gérer la notion d'insécurité quand on lance un salon comme celui-ci. Elles ne savent pas à l'avance si elles vont faire du bénéfice ou pas. Il y a beaucoup d'inconnus, hein, voilà. Et ça veut dire qu'on le fait malgré cette insécurité, malgré cette incertitude. Autrement, si on veut être sûr que ça marche, ben, il y a plein de choses qu'on ne ferait jamais. Ouais, moi j'ai quand même envie d'ajouter, c'est que c'est pas un choix. On n'a pas le choix. La vie est faite d'insécurité parce que on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve quelque part. Donc elle fait partie de notre quotidien. Sauf qu'on vit dans une société maintenant où on aimerait qu'il y ait risque zéro. Et on a mis plein de choses en place pour que ça soit risque zéro. Et en même temps, il y a plein de choses. Je ne sais pas, peut-être que demain, on découvre un cancer, ou bien le Covid, c'est un exemple, c'est un bon exemple, mais on n'en sait rien, en fait. Hein. Donc, c'est tout bénéfique d'essayer de pouvoir vivre et de se réapproprier sa sécurité à l'intérieur au lieu de la projeter à l'extérieur. Et j'avais juste envie d'ajouter, par rapport à la liberté aussi, c'est sûr que quand on parle de liberté, on parle, ouais, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir travailler d'où je veux, hein, on a beaucoup entendu ça. Et moi, je pense toujours à Nelson Mandela, qui a été enfermé pendant je ne sais plus combien de 28 décennies. 28 ans, je crois, 28 ans. Ouais, et qui a gardé sa liberté. Qui a gardé sa liberté enfermée dans une petite cellule. Parce que sa liberté, elle était à l'intérieur et elle ne dépendait pas de ce qu'il y avait à l'extérieur. Et peut-être juste avant qu'on fasse l'exercice, concrètement, Nelson Mandela disait « Vous pouvez m'emprisonner, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que je me sente prisonnier. » C'est bien de ça qu'il parlait en fait. Intérieurement, je ne me sens pas prisonnier, je continue d'œuvrer depuis la prison, même si vous m'emprisonnez. Alors on fait l'exercice ? On fait l'exercice. Donc, tu... Ah oui. Hop, voilà. L'idée, c'est, on va vous donner un petit temps pour que vous puissiez réfléchir à quel est le premier souvenir marquant que vous avez avec l'argent. Quel est le premier souvenir marquant que vous avez avec l'argent? Et puis l'autre, comment les femmes de votre lignée maternelle, qu'est-ce qu'elles ont vécu en lien avec l'argent? Peut-être que tout à l'heure, en introduction, j'ai dit l'argent pour les femmes, c'est assez récent. Moi, dans ma lignée, les femmes ne travaillaient pas, par exemple. Donc, elles ne gagnaient pas leur propre argent. Mais il peut y avoir d'autres situations, dans certaines lignées, c'est l'inverse. Les femmes ont dû beaucoup travailler parce qu'elles ont attiré des hommes pour X raisons qui ne gagnaient pas de l'argent. Il peut y avoir eu la guerre, il peut y avoir des handicaps, il peut y avoir plein de choses. Donc, réfléchissez à ces deux questions et voir est-ce qu'elles se sont autorisées à se déployer, est-ce qu'elles se sont autorisées à faire ce qu'elles avaient envie de faire. En tout cas, moi qui anime des constellations, je peux vous dire que dans les histoires, dans les générations qui nous ont précédées, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se sont éclatées. Donc voilà, je vous laisse réfléchir un petit instant et puis après, on partagera. On partagera à deux. À deux, oui. Donc juste se mettre en lien avec votre lignée maternelle, de ce que vous en savez. Et avec votre enfance. Pour le premier souvenir. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous vous mettiez à deux et que vous partagiez sur ces deux questions. On vous laisse un tout petit moment pour échanger. N'hésitez pas à à vous deux. lever, à changer de place. Vous pouvez changer Voilà. de place, vous levez. Ok, alors, je vais vous demander d'arrêter vos échanges à deux, Même si ça mériterait un peu plus de temps. certainement. Et qui a envie de nous partager quelque chose? Dans la sucette, hein.
C'est trop important. Voilà. Levez la main, j'arrive jusqu'à vous. Dénoncez-vous. Un souvenir marquant ou une Qui a histoire envie de partager, familiale. voilà, une Madame- histoire familiale, un Madame au souvenir. premier rang ici, voilà. Alors, le premier souvenir marquant, c'est l'huissier devant la porte. Ah ouais. Mais pas par rapport à mes parents qui n'avaient pas d'argent, mais par rapport à une histoire d'héritage. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression que ça vous a marqué d'une manière ou d'une autre, cette image de l'huissier avec tout ce que ça représente? Bah, en clair, ouais, peut-être que j'avais une dizaine d'années, en fait. Oui. Donc, ouais, quand un huissier se pointe devant la porte, Mhm. ouais, ça fait toujours, c'est toujours impressionnant. D'accord. Ma question derrière tout ça, c'est de dire, est-ce que vous serez plutôt quelqu'un qui aime avoir des économies pour être sûr qu'il n'y aura jamais un huissier derrière la porte? Non. Pas spécialement. D'accord, ok. Non. D'accord. Mais ça a quand même été très marquant. Oui, merci. Quelqu'un Quelqu'un d'autre d'autre a levé la main? Allez, je suis sûre que vous avez des histoires à raconter. C'est pas si intime, on est entre nous. Hein. Ouais. Bon, on est presque en famille. Hein. Si c'est parce qu'il y a un homme, je me retire, hein, si jamais. Moi, mon premier souvenir, c'est ma maman qui, tous les mercredis, nous laissait, nous étions 3 enfants, et laissait sur le petit meuble de l'entrée 3 pièces de 10 francs pour chacun d'entre nous. Voilà. Puis c'était pas un échange d'argent, tiens, c'est ton argent de poche, et puis c'est mercredi, puis tu vas pouvoir le gérer, en être responsable. C'était comme une habitude tous les mercredis, c'était sur le petit meuble de l'entrée, et en fonction de quand nous revenions de nos activités sportives ou quoi, on prenait chacun notre pièce. Merci, Ok. merci, ce partage. Et quelqu'un d'autre a levé la main encore, voilà. Alors j'allais dire moi, mais nous, on s'est rendu compte que nos premiers souvenirs collectifs, enfin nos premiers souvenirs avec l'argent étaient collectifs. Pour ma part, premier souvenir marquant avec l'argent, c'est d'aller ramasser les bouteilles qui étaient consignées à l'époque avec mes frères pour les déconsigner et aller acheter les bonbons. Et quand je réfléchis à ma lignée maternelle aussi, finalement, c'était un rapport assez collectif à l'argent. Voilà, le prise de conscience de cet exercice qui est un peu particulier puisque c'est censé être personnel. D'accord, merci. Oui. Bah oui. En même temps, il y a l'esprit d'entrepreneur. Hein. Quand on va, ben oui, je vais générer l'argent par moi-même en allant rapporter des bouteilles consignées. L'argent est reçu en faisant quelque chose, dans tous les cas. C'est comme s'il fallait faire quelque chose pour que l'argent vienne en retour. Et, ouais. Peut-être juste un exemple que j'ai eu lors d'une conférence à Aix-en-Provence. Un gars me dit, mon premier souvenir, je m'en souviens très bien, lui c'était un écureuil déjà très jeune, il disait j'étais dans un internat et j'économisais mes sous, je les mettais dans une enveloppe et je les cachais sous mon tas d'habits. Et un jour, je reviens, plus d'enveloppe. Alors ça c'est l'événement, mais le plus important c'est pas l'événement, c'est l'émotion que ça a généré. Et il parle d'une histoire de 25 ans avant et il nous dit ça m'a traumatisé. Donc, vous voyez, l'émotion est forte. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est que dès qu'il a de l'argent, il le dépense. Dès qu'il a de l'argent, il le dépense, mais de manière gagnante. Il dit non, c'est du n'importe quoi. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe? Il était écureuil, et puis il attirait toujours de l'argent à lui, mais c'était un montagne russe très rapide. Hein. Tac, 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 tac. Vous voyez, l'argent n'a pas le temps d'arriver, qu'il dépensait, passe dans son cerveau. C'était plus jamais une souffrance pareille, ou un traumatisme. Donc il n'y aura plus jamais d'argent à me voler, parce que dès qu'il arrive, je m'en débarrasse. Donc, vous voyez, comme des fois, un événement marquant peut influencer une vie très longtemps, jusqu'à ce jour où il prend conscience, à travers la question, comme je l'ai posée, de son fonctionnement et d'où ça venait. Il était psychologue, le gars, c'est intéressant, hein, mais 25 ans après, il fonctionnait comme ça, il était marqué encore par ça. Mais si on partage ça aussi, et surtout avec vous, mesdames, c'est que au fond, on est souvent pris dans des questions de loyauté familiale. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on posait la question sur la lignée des femmes. Souvent, par loyauté, on va faire des choses à peu près identiques. On va prendre tout le paquet, le bon et le moins bon. Et ce n'est pas toujours gagnant. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent je regarde, dans la lignée des femmes, est-ce que les femmes se sont sacrifiées pour les autres? Autrement dit, elles ont fait passer les autres avant elles, par exemple. Et pour différentes raisons, et c'est pas rare, effectivement, que de génération en génération, on voit que les femmes font passer les autres avant elles. Et comment je peux me déployer, si je peux me déployer juste pour le temps qui reste après que j'ai tout fait pour les autres?
J'ai tout fait d'ailleurs, je ne sais pas en quel c'est J apostrophe ou G, mais vous voyez, à un moment donné, c'est de voir est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent. C'est pour ça que Anne Chantal vous demandait est-ce que les femmes se sont autorisées à se déployer. Quand ça n'a pas été le cas, c'est difficile souvent d'être celle qui va s'autoriser à quelque chose là où les autres ne se sont pas autorisés avant. Et c'est pour ça que nous amenons autre chose, nous dit oui, à quoi est-ce qu'on peut être loyal de cette lignée de femmes, mais aussi à quoi nous osons être déloyales. Et j'insiste, la déloyauté n'est pas un manque d'amour, un manque de respect, c'est une autorisation à faire autrement. Autrement dit, à se comporter autrement, à s'autoriser peut-être justement à avoir une activité de cœur, à cesser de se sacrifier ou je ne sais quoi d'autre. Donc, c'est vraiment c'est l'un et l'autre. Comme tout à l'heure, on a vu sécurité et insécurité avaient leur place. Là, c'est loyauté et déloyauté. Moi, de ma lignée d'hommes, tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite. J'ai aucune intention de faire faillite par loyauté familiale. Non, donc je me suis occupé de cette loyauté pour en faire une déloyauté, pour m'autoriser et avoir du succès sans avoir à payer le prix à retomber à zéro, le fameux montagne russe. Et toi d'ailleurs aussi, tu as une belle histoire par rapport à ça. Oui, alors moi, je suis la première femme et homme confondus à être entrepreneur. Donc, je viens d'une grande famille, j'ai plus de 30 cousins et cousines germains, et il n'y a personne entrepreneur, ni dans mes oncles et tantes, ni dans mes cousins-cousines. Et j'ai vraiment vu la différence parce que j'ai été déloyale à tout un fonctionnement qui date depuis tellement longtemps, avec en plus une méconnaissance. Et j'ai vraiment vu la différence quand Christian est parti dans l'entrepreneuriat. Il avait des réflexes d'entrepreneur parce que même si ses parents ont fait faillite, il a vécu dans ce milieu entrepreneurial avec ses hauts et ses bas. Moi, j'ai vécu dans un milieu où mon père nous disait prévoyance est mon maître mot. Donc, l'entrepreneuriat et prévoyance, c'est pas terrible. Lui, c'était vraiment le petit espace de sécurité en vert qu'on voyait dans le premier slide tout à l'heure. Vous voyez, c'était vraiment, voilà, quitte à payer le prix, on ne prend pas de risque, en quelque sorte. Hein. Vraiment ça. Voilà, donc simplement pour vraiment voir que c'est important de voir ce fonctionnement parce que souvent, inconsciemment, et c'est vraiment inconsciemment, nous sommes pris dans un fonctionnement qui fait qu'on ne s'autorise pas à faire mieux. Et parfois, quand on vient de familles plutôt désargentées, on peut s'autoriser à faire un petit peu mieux, c'est acceptable, mais avoir le grand succès, c'est comme si ce n'était pas possible parce que ça faisait comme trop d'écart entre de là où je viens et là où j'aimerais être. Et par loyauté, même si on a tout le potentiel pour du succès, on va se freiner inconsciemment et qui fait qu'il y a plein de personnes qui disent « Waouh, j'ai du potentiel, je sens que ce que j'amène a de la valeur et mériterait d'avoir plus de succès », mais inconsciemment on se freine et ça ne marche pas. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup cette notion de loyauté et déloyauté avec nos clients pour justement enlever, encore une fois, toutes ces entraves que nous pouvons avoir qui nous empêchent peut-être d'avoir juste le succès que nous pourrions avoir. J'ai envie d'ajouter aussi qu'on peut avoir des projections sur les riches ou sur les pauvres. Et tout dépend ce qu'on a comme projection sur les riches. Si je dis les riches, c'est des malhonnêtes. Les riches, chez moi, ça n'a pas été dit, mais c'était sous-entendu. Je ne vais pas vous raconter tout l'historique, mais c'était les riches sont des pervers. Ben, ça ne donne pas très envie de soi-même gagner beaucoup d'argent et de devenir riche. Ou de passer pour riche, en l'occurrence. De passer pour riche. Et c'est vrai que c'est inconscient. Tant qu'on ne l'a pas vu, ça va nous freiner. Et moi, j'ai envie de dire que pour savoir s'il y a des choses à aller chercher, l'idée, c'est d'aller observer ses comptes, observer ses gains. Et ça peut donner des pistes en disant, c'est vrai, j'arrive pas à aller au-delà de temps, ou j'arrive pas à fixer des prix. Et souvent, ça vient de projections sur l'argent ou de loyauté qui viennent de nos familles. Alors, on aurait encore plein de choses à vous partager, mais on préfère peut-être vous solliciter. S'il y a peut-être 2-3 questions, on y répond volontiers, plutôt que de partir sur un nouveau chapitre. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, il y aura un micro qui va circuler. Est-ce que l'une... Oui, madame, en vert. Est-ce que... Voilà, je ne sais pas si vous avez le micro, Fanny. Comment? Je n'ai pas compris. Garder, vous avez dit? Casser. Ah, casser, pardon.
Comment casser la loyauté? Oui, alors il y a des exercices qu'on fait justement de s'autoriser à être déloyal. Et c'est important de dire, on n'est jamais déloyal aux personnes, à des choses précises. Hein. Je suis par exemple déloyal à ta croyance que les riches sont des malhonnêtes. Je suis déloyal à ta manière de te sacrifier pour les autres, par exemple. On va vraiment être précis à quoi on est déloyal. Alors là, c'est un processus. Alors, je tiens à dire, dans mon livre, Ce que l'argent dit de vous, c'est une publicité à peine déguisée, mais tout est dedans. Hein. J'ai envie de dire vraiment, j'ai vraiment voulu faire en sorte que les gens, parce que je fais des ateliers, mais j'aimerais que les gens puissent être le plus autonomes possible en mettant tous ces exercices dedans que je fais. Donc là, ça prendra un peu de temps à tout expliquer ou à faire même une démo sur scène. On aura besoin un peu plus de temps, mais en tout cas, c'est tout à fait faisable, même soi-même. Et je précise quand même que chaque fois qu'on travaille une déloyauté, on va aussi travailler la loyauté. On est déloyal à des croyances, à des dires, à des comportements, mais on est loyal à la personne, à son être. Et là, ça, c'est vraiment très, très important. C'est un processus qu'on utilise dans les constellations. Et c'est important d'honorer nos ancêtres. Honorer nos ancêtres, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont fait. Et certains ont fait parfois des choses assez épouvantables. Mais malgré ça, honorer, c'est je suis en gratitude parce que si je suis là, c'est qu'ils ont transmis la vie. S'ils ne l'avaient pas fait, eh bien, je ne serais pas là. Et la deuxième chose, c'est l'humilité. Qui suis-je pour penser que j'aurais fait mieux si j'avais vécu dans le même environnement, les mêmes expériences de vie, dans la même société, etc. Et je pense qu'on ne peut jamais dire « j'aurais fait mieux ». Donc il y a vraiment cette histoire de gratitude et d'humilité. Et je répète, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est important. Et dans mon livre des constellations, vous trouverez aussi, donc je fais aussi de la pub. Oh, quand même, alors, hein, le bien est meilleur. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, alors il y a 2 questions de ce côté, là, voilà. Est-ce qu'on peut changer notre façon de percevoir l'argent, donc de le recevoir ou de le rejeter? Par rapport aux 3 mouvements que j'ai montrés tout à l'heure, oui. L'idée, en fait, c'est de cesser de projeter quelque chose sur l'argent, puisque chaque fois qu'on projette quelque chose sur l'argent, on donne un pouvoir à l'argent. Rappelez-vous que l'argent n'a pas. Donc l'argent n'a pas le pouvoir de créer des conflits. On choisit de se mettre en conflit pour des questions d'argent. Comme dans un divorce, on peut choisir, je mets des guillemets sur choisir, de se mettre en conflit sur la garde des enfants. La garde des enfants n'est pas la cause du conflit, c'est pas à cause des enfants. Donc si c'est pas à cause des enfants, c'est pas à cause de l'argent non plus. Donc oui, l'idée, ce serait vraiment de séparer l'argent, de séparer ce qu'on plaque sur l'argent de l'argent pour en faire 2 choses séparées. Effectivement, c'est l'idée de ce travail pour être plus à prendre le juste recul par rapport à l'argent. Et peut-être, ça serait bien que tu parles du 4e mouvement qu'on n'a pas présenté. Oui, peut-être rapidement. Donc l'histoire du 4e mouvement, ça serait un mouvement où donc on cesse de projeter quelque chose sur l'argent, donc on voit l'argent pour ce qu'il est, et on va effectivement développer quelque chose qui part pour moi comme d'une certaine estime de soi. Et moi, j'ajoute quelque chose, moi j'appelle ça la confiance en la vie, la confiance en plus grand que nous. Quand je dis en plus grand que nous, j'associe pas de religion, mais certains pourraient associer une religion, c'est égal. Mais c'est juste de dire qu'on n'est pas seul. Et je crois, c'est une croyance, mais c'est une croyance qui me porte, que la vie nous veut du bien, même quand elle nous amène des fois des choses un peu inconfortables, qu'elle vient juste nous aider à nous réveiller, et que quoi qu'il nous arrive, on trouvera des ressources en nous ou à l'extérieur. Et plein de gens ont vécu des choses incroyables. Tout à coup, au moment difficile, ils ont des aides qu'ils n'auraient jamais imaginé avoir d'une manière ou d'une autre. Donc ça va nous aider également. Mais ça veut dire effectivement qu'on voit déjà juste l'argent de manière neutre pour ceux à quoi il a été créé, comme on voit la machine à café pour ce qu'elle a été créée. On arrête de vouloir autre chose. Il y avait une question, oui, madame. Oui. Voilà. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Plaisir. Merci. Et par rapport aux constellations, je me demandais pour les histoires que vous avez observées, combien de temps, par exemple, pour débloquer les blocages conscients et inconscients après une constellation sur, en l'occurrence, ce dilemme, ça peut prendre pour observer des effets de libération? Merci. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, dans le sens où ça va dépendre de ce que vous avez déjà fait comme travail, ça va dépendre de la capacité à recevoir ce qui émerge,
Et parfois, vous connaissez certainement l'image des couches d'oignons. Donc, ça dépend aussi à quel niveau on a travaillé. Donc, je peux pas dire « Ah, faites une constellation, dans 3 mois, tout sera réglé. » hein. Jamais. Donc, voilà. Alors, les retours que j'ai, c'est que oui, il y a des libérations, oui, il y a des changements. Après, l'évolution de la vie fait que... moi, j'avais une thérapeute qui un jour me dit « T'as déjà vu quelqu'un qui prend rendez-vous quand tout va bien ?» Non. Donc, en fait, c'est souvent parce qu'on est bousculé qu'on va aller chercher des réponses, qu'on va enlever une couche de plus. Et je dirais que moi, la différence que je peux observer vraiment personnellement, là je partage mon vécu, c'est que mes hauts et mes bas ont été à un moment donné des grosses vagues comme ça, et que maintenant elles sont comme ça, parce que comme j'ai déblayé beaucoup des projections, des loyautés, eh bien je suis plus sensible à ce qui arrive, et je vois plus rapidement quand il y a un truc qui est plus aligné. Et je dirais que peut-être ce que je peux dire, c'est devenez des observateurs de ce que vous vivez. Souvent, on a un peu le nez collé et on se débat, on n'est pas bien. Et pour moi, la première chose, c'est d'être capable de prendre un petit peu de hauteur et d'aller observer, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer, hein? Et ça permet déjà de prendre conscience, et c'est le premier pas. Alors, Anne-Chantal, comme c'est l'heure, on va conclure. Et en conclusion, j'aimerais vraiment vous dire que ne laissez pas les questions d'argent vous pourrir la vie. Ne laissez pas votre relation à l'argent vous empêcher de vous déployer. Chacune d'entre nous avons sans exception un diamant à l'intérieur, une pépite qui est là pour rayonner, pour offrir quelque chose à l'extérieur, que ce soit professionnellement ou dans le cadre privé. Ce n'est pas la question, et simplement, ce serait trop dommage, parce qu'on ne s'occupe pas de sa relation à l'argent, qu'on s'empêche d'offrir ce qu'on a à offrir au monde, dans tous les cas. Ça, c'est notre expérience. Nous accompagnons beaucoup d'entrepreneurs de cœur, d'entrepreneurs féminins, beaucoup plus que masculins d'ailleurs. Les femmes s'occupent plus de leur relation à l'argent que les hommes. C'est un signe de plus que les femmes vont être une impulsion importante pour changer cette société-là, et l'énergie féminine en particulier. Donc vraiment, j'aimerais vous inviter en tout cas, et ce n'est pas la question de faire des choses avec nous, ça n'a aucun intérêt. La question, c'est de faire quelque chose pour vous et pour ce que vous pouvez faire autour de vous et offrir autour de vous. Si vous êtes de la région lyonnaise, comme nous formons des spécialistes de la relation à l'argent, nous en avons une ici, Marie-Sylvie, tu veux peut-être juste te montrer. Voilà, donc elle est de la région lyonnaise, elle s'est formée avec nous à la relation à l'argent. Et puis, une fois par année, nous faisons un événement qui est unique, absolument unique en francophonie, où nous réunissons des entrepreneurs, ça dépend, de 100 et 200 à peu près, à Lyon en l'occurrence, pour 2 jours, avec des ateliers à la carte, des ateliers, des apports d'Anne-Chantal et moi, des exercices, parfois des conférenciers qui viennent. Donc ça sera là au mois d'octobre. Et voilà, si jamais on a un code de réduction spécifique pour vous, si ça peut intéresser certaines personnes. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous retrouver encore maintenant au moment à la librairie. On fera un grand plaisir. Et merci beaucoup pour votre attention. Oui, vous voyez le code de réduction où vous êtes assise? Je ne suis pas sûre. Oui, dans le salon Lyon, c'est ça? Nous, on le voit, mais depuis en bas. Oui. Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Ok, super. Je voulais juste être sûre que vous le voyez. Merci. Merci voilà. infiniment. Merci. Beaucoup d'applaudissements pour vous, Anne-Chantal et Christian Junot. Merci.